Alors, bonjour tout le monde. Moi, j'ai suivi le truc, je sais pas où est-ce qu'Alain est. Ah, moi, j'ai suivi le truc, je vais commencer par la blague. Tu sais, ça met de la place. Alors, hier soir, quand je relisais mes notes pour préparer tout ça, je me trouvais un peu émotif. J'ai connu le personnage assez proche. Alors, qu'est-ce qu'un homme fait quand il se trouve émotif? Il se tourne vers sa blonde, puis il dit je sais pas trop ce que je vais faire, puis je me sens un peu émotif. Alors, je m'attendais à un gros hug de ma blonde, en disant t'es capable, vas-y. Alors, elle est partie à rire. Puis, elle m'a dit, là, comme ça, elle dit, écoute, pour une fois que tu vas avoir l'air d'un homme sensible devant le monde, laisse-toi donc aller. Bon, fait que je sais pas trop comment je vais le prendre, là. Je me suis dit, je vais y aller comme c'est venu. On va mettre de l'émotion. Donc, ça va être un petit 15 minutes d'émotion pour pouvoir parler de Jean-François et un peu ce qu'il a été pour nous. Je vais diviser ma présentation en 3 temps. D'abord, vous dire un peu pourquoi on fait un hommage à Jean-François, parce que certains d'entre vous le connaissaient peu. Je vais y aller d'une ou deux petites anecdotes pour le mettre en place. Et ensuite, je vais finir avec une présentation de son œuvre. On va dire ça comme ça, son propos. Alors, si en cours de route, parce qu'après tout, ma blonde, il faut bien qu'il y ait de l'émotion, si vous entendez un trémolo ou deux, ça sera de l'émotion. Si vous voyez une petite larme perlée, ce sera de l'émotion, ça va être plus sensible, surtout qu'on est filmé en plus. Je vais montrer ça à ma blonde pour lui montrer qu'une fois de temps en temps, je suis capable d'avoir l'émotion aussi. Bref, certains d'entre vous, moins anciens, et aussi, je devrais dire, c'est la raison pour laquelle je vais m'en tenir à mon texte cette fois-ci, parce qu'habituellement, je parle sans texte, mais cette fois-ci, je me faisais moins confiance. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps par moment. Donc, certains d'entre vous, moins anciens que d'autres dans le programme, n'avez peut-être pas connu notre ami Jean-François Malherbe, puisque ce dernier a cessé d'enseigner dans nos programmes autour de 2007. Et vous vous demandez la raison de cet hommage. Je le ferai donc dans le premier propos. D'autres connaissent très bien Jean-François et me connaissent un peu. Et se demandent probablement pourquoi on m'a demandé à moi de présenter cet hommage, alors que je me suis presque toujours situé aux antipodes de ce dernier, sur à peu près tous les sujets, résitant rarement à formuler une critique à l'égard de son approche, surtout lorsqu'il la qualifiait de thérapeutique. D'autres, enfin, connaissent bien le personnage et son implication dans les programmes, et ceux-là souhaitent peut-être tout simplement se rappeler son travail afin de souligner sa contribution réelle à l'éthique. Je vais donc tâcher de répondre à ces deux questions. Pourquoi Malherbe? Pourquoi moi? Et aussi vous rappeler quelques souvenirs de Jean-François. Donc, pourquoi un hommage à Jean-François? Tout simplement parce que Jean-François Malherbe a été, vous me pardonnerez, sinon l'initiateur, à tout le moins, un des grands responsables politiques de la création de ces programmes, dont nous célébrons aujourd'hui les 20 ans, comme Alain l'a rappelé il y a de cela quelques instants. À cet égard, le professeur Malherbe a été un très grand politique. Certains diraient surtout, c'est signé en phare, surtout un très grand politique. Donc, c'est cet aspect de sa personne que j'aimerais évoquer ici. Lui qui, alors qu'il était doyen de la faculté de théologie, la FATEP, a su réunir les conditions gagnantes pour rassembler au sein d'un même programme des profs et des chercheurs issus de plusieurs disciplines et défendre l'idée d'un programme ayant un ancrage indéniable en philosophie, tout en s'ouvrant aux autres disciplines. Ne serait-ce que pour cela, hommage il méritait, puisqu'en dépit de l'adversité, il a ouvert la philosophie aux autres disciplines et amené les autres disciplines dans la cour de la philosophie, ce qui n'est pas toujours une mince tâche. Un tel exploit n'est pas rien. Lorsqu'on a fréquenté de près le milieu universitaire, vous le savez peut-être moins, certains le savent, lorsqu'on a fréquenté de près le milieu universitaire et mesuré toute la compétition qui le caractérise, de même que tous les obstacles qu'il y a pour faire travailler ensemble des chercheurs issus de disciplines différentes, il faut reconnaître beaucoup de mérite à celui qui parvient, malgré les controverses, à les réunir au sein d'un même programme pour y assumer enseignement et recherche. Mais résumer Malherbe à sa dimension politique, fût-elle grande, ce serait un peu dommage, parce qu'il était aussi c'est souligné en très gros dans mon texte, très grand pédagogue. Toujours soucieux d'ouvrir des chantiers, d'aller à la rencontre de l'autre, des autres, devrais-je dire, toujours soucieux d'accompagner ces autres dans leurs réflexions et leur remise en question, toujours soucieux d'éveiller les consciences. Le pédagogue qu'il était l'a ici amené à mettre de l'avant les programmes en éthique. Ici, bien sûr, mais ce que vous savez moins, sans doute, c'est qu'il a aussi exporté
ces programmes en éthique en région, dans certaines communautés locales, comme Saint-Camé, en Estrie, à Rouen, en Abitibi, en Europe, en Suisse plus précisément, où plusieurs profs ont fait la navette pendant plusieurs années pour y enseigner l'éthique à la sauce cherbourgoise, si j'ose dire. Et si on ne l'avait pas arrêté, on serait aussi en Bretagne, à Montpellier, à Paris, à Bruxelles, au Chili, mais on n'arrivait pas à suivre. En ce sens, il fut aussi, et il me pardonnerait sans doute cette épithète, qu'il ferait sourire sans doute, un très grand transgresseur de la norme. En rapprochant la réflexion éthique des citoyens et des professionnels, puisque si la création des programmes en éthique ne fut déjà pas chose aisée dans le milieu universitaire, ce fut encore moins sur les différents terrains où Jean-François a poussé l'audace de les y amener. L'hommage, donc, s'imposait pour reconnaître tout le travail qu'il a fait pour les programmes, mais aussi pour l'éthique appliquée, lui qui a été l'initiateur et le concepteur de la toute première et, je crois, sauf erreur, la seule chaire d'éthique appliquée au sein de la francophonie, encore à ce jour. Avec la création de cette chaire de recherche et d'intervention en 1999, qui a été adossée au programme pendant plus de 15 ans, il a su réconcilier là aussi ses divers talents de pédagogue, d'intervenant, de rhéteur et de véritable défricheur, lui qui a amené l'éthique dans les milieux policiers, après l'avoir pensé dans les milieux médicaux, dans les milieux de l'administration publique, de l'intervention sociale, de la relation d'aide et ô combien d'autres milieux de pratique. En ce sens, et pour cette raison, il a été pour plusieurs d'entre vous un mentor et un formidable éveilleur de conscience. Il a été pour nous, les profs, un collègue agréable et visionnaire à sa manière, en amenant l'éthique sur le terrain et en osant nous sortir de nos zones de confort. Cet engagement à l'égard de nos programmes et de l'éthique appliquée est la réponse à la première question que j'évoquais, pourquoi un hommage à Malherbe? Tout simplement parce que les programmes et la discipline lui doivent beaucoup. Là, je marquais en marge, jusqu'ici, ça va. Moment d'émotion. Pourquoi moi, comme auteur de cet hommage? C'était la seconde question. Pourquoi cette question qui cache sans doute, vous direz-vous, une fausse modestie, parce que je me mets en scène ou des trucs comme ça, mais cette question s'impose parce que tout simplement, j'insiste, tout, mais vraiment tout nous séparait. Il était profondément croyant, cherchait une voie où, dans le respect de la personne, il pourrait réconcilier vie pratique, vie théorique et spiritualité. J'étais et je suis profondément athée. Il envisageait l'éthique comme une rencontre de l'autre, avec l'autre. J'envisage l'éthique comme un questionnement de l'autre, situant l'éthique à l'intersection de la personne et du social, dans l'action. Il envisageait sa pratique de prof d'université comme celle d'un libre penseur détaché de toute institution. J'envisage ma propre pratique comme celle d'un libre penseur qui doit aussi reconnaître son précaré, celui de sa société, de son institution, mais aussi celui de sa discipline et d'une certaine tradition académique. Il envisageait son travail de prof comme celui d'un défricheur. J'envisage le mien comme celui d'un semeur, davantage soucieux d'entretenir le jardin que de défricher la terre. Enfin, c'est peut-être l'image qui insiste le plus sur la division ou l'opposition, mais en même temps, il envisageait l'éthique sous sa dimension psychologique et spirituelle. Je l'envisageais comme un travail chirurgical. Je pourrais continuer ici jusqu'à demain matin pour rappeler le fossé qu'il y avait entre nous deux sur à peu près tous les sujets, ce dont nous ne nous sommes jamais, un et l'autre, empêchés de débattre au fil des ans et dont nous nous sommes de nombreuses fois amusés, pour le dire sobrement. Alors pourquoi, si je vous pose cette question, ce n'est pas tant pour parler de moi, ni mettre en lumière ma petite personne, mais pour introduire deux petites anecdotes pour mettre en scène notre ami Jean-François. Parce que j'ai connu de très proche Jean-François dans les 10-18 dernières années de sa vie, et j'ai développé, partagé une très, très grande amitié avec Jean-François, bien que excessivement discrète tout au long de ces années. Donc, ça s'en va comme suit. J'ai rencontré Malherbe à 2 occasions pour la première fois. Une première fois en découvrant un livre qu'il avait écrit sur Karl Popper. J'étais alors jeune étudiant à Paris à la maîtrise, soucieux de rédiger un mémoire de maîtrise sur la théorie de la vérité tarskienne, réinterprétée par le philosophe Karl Popper. Je cherchais donc un bouquin pour me partir, comme on dit. Un bouquin qui synthétiserait la pensée de Karl Popper. Je suis tombé par hasard sur le livre que Jean-François Malherbe avait rédigé,
qui était, m'a-t-on dit depuis, sa thèse de doctorat. Il n'y a jamais de petit hasard. Le travail était magnifiquement écrit. Il me donnait la clé que je cherchais pour entrer dans la maison de papa. Ce fut ma première rencontre avec Jean-François. Cette première rencontre m'a permis de reconnaître a posteriori ce qui m'a toujours rapproché de lui et sans doute donné un sens à l'amitié que j'ai ensuite développée. Son souci de communiquer, de réfléchir, au-delà des disciplines, la vraie vie avec le vrai monde. Ce souci d'aller transgresser tous les interdits de pensée pour conceptualiser notre monde est sans aucun doute ce qui caractérise le mieux Malherbe, l'auteur, le pédagogue, l'ami de tous malgré ses allures très bourgeoises, sa capacité à entrer en relation avec l'autre en le mettant, l'autre, tout à son aise, dès la première rencontre. J'ai ensuite rencontré Malherbe pour la première fois, pour vrai cette fois-là, en arrivant ici à l'Université de Sherbrooke. Il était sur le comité de sélection de mon poste, tout comme Alain, un autre collègue et mon doyen de l'époque. Jean-François venait de terminer son mandat de doyen, venait de se voir attribuer le privilège d'inaugurer la toute nouvelle chaire de recherche et d'intervention en éthique appliquée et je devais être son adjoint. Je reçus, quelques heures après l'entrevue, un téléphone me disant qu'on avait retenu ma candidature, mais que M. Malherbe tenait à me rencontrer personnellement. Avant de donner son feu vert à l'embauche, puisque j'allais travailler étroitement avec lui au cours des prochaines années. Je le rencontrai donc à l'heure du midi, le lendemain, au restaurant chez l'évêque, sur le Glorier, où, à l'époque, il tenait cantine. Et nous avons réglé les détails de mon embauche devant quelques bons verres de vin et un excellent repas, rituel que nous allions ensuite répéter à de nombreuses reprises au fil des ans. Ça se corse. Il me fit alors toutes les promesses qu'il ne pourrait jamais tenir. Il s'engagea sur des dossiers qui ne relevaient pas de lui. Il me promit des conditions de travail pour lesquelles il ne pouvait pas s'engager, allant même jusqu'à me promettre une prime salariale qui n'existait dans aucun règlement académique, comme le jeune professeur allait le découvrir plus tard. Au fond, ça n'a pas tellement d'importance que je me disais, mais je me dis ça avec plusieurs années de recul, évidemment. Je me dis, avec toutes ces années de recul, je me dis ça n'a pas trop d'importance, parce qu'au fond, l'important, c'est qu'il me charma. Comme il sut le faire avec tant d'entre nous, par-delà tout entendement. J'appris ensuite à la dure, dans les années qui allaient suivre, à connaître le personnage, qui répondit à une des seules questions que je lui posais pendant le repas, question qui se déclinait à peu près comme suit. Moi qui conçois, c'est ma marotte, qui conçoit l'éthique d'abord sous sa dimension sociale et tout le reste, alors que vous, M. Malherbe, je le vous voyais à l'époque, vous la pensez sur le terrain de la spiritualité, de la recherche de sens, de l'engagement existentiel au point de la concevoir comme une, j'insiste, thérapie. Bref, moi qui plaide l'inverse de vous sur à peu près tout, pourquoi persister à m'embaucher, lui demandai-je à la fin de notre repas, avec toute la candeur dont je sais être capable à l'occasion, alors que je croyais l'emploi dans la poche. Parce que, me répondit-il avec lenteur, vous vous êtes assez effronté pour me poser cette question et transparent pour assumer cette contradiction et que j'aime bien les défis qui considèrent à travailler avec des gens qui me remettent en question. Il prit une deuxième pause, une petite gorgée de vin. Contrairement à ce que vous semblez croire d'ailleurs, j'hésitais jusqu'ici à vous embaucher. Mais vous venez de me convaincre, déclara-t-il dans un grand éclat de rire. Le pacte était scellé. C'était du Malherbe pur jus. Un brin bluffeur, toujours soucieux de sa mise en scène, mais ô combien efficace. Il allait de l'avant parce que j'avais osé le défier, le challenger, le questionner, bien malgré moi, et qu'il appréciait ce genre d'échange qui mettait face à face deux humains, deux solitudes, deux visions du monde, ce qui fait, à mon sens, l'essence même du travail intellectuel au sein de l'université. Mais surtout parce qu'il appréciait ceux et celles qui s'autorisent le droit, fût-ce avec beaucoup d'hésitation et de maladresse, le droit donc de transgresser la norme et de penser par eux-mêmes, comme il allait nous le dire à de nombreuses occasions par la suite. Nous allions avoir souvent ce genre de confrontation au cours des années qui allaient suivre, toujours dans un très grand respect mutuel, malgré, il faut bien l'admettre, plusieurs claquements de porte et échanges fort orageux. Voilà pourquoi j'ai accepté de rendre cet hommage à un personnage chaleureux, rond, entier, avec tous ses travers et tous mes désaccords que j'ai ensuite cultivés religieusement.
pendant plus de 18 ans pour développer avec lui une très grande amitié, bien, comme je le disais tantôt, que très discrète. Voilà aussi pourquoi j'ai cru important de rappeler ces moments pour insister sur les qualités humaines du personnage, tout autant que sur ses travers, qu'il rendait encore plus humain à mes yeux, travers dont nous sommes de toute manière tous affligés. Et si vous y avez prêté attention, beaucoup de ce que Malherbe fut est encore présent dans nos programmes. Importance accordée à l'autre, échange avec les autres, souci de communiquer, simplicité, accessibilité des profs, réalisme des exemples, ancrage des théories dans le monde réel. En ce sens, je me suis dit qu'on m'avait demandé de faire cet hommage, non seulement parce que je connaissais bien Malherbe, mais aussi parce que je connaissais bien les programmes pour les avoir dirigé la chaire d'éthique appliquée, et aussi Malherbe, bien sûr, et pour ces raisons que je savais jusqu'à quel point sa personnalité et son travail avaient marqué nos programmes et le développement de l'éthique appliquée. Au-delà de ces anecdotes, il reste le personnage, l'auteur. Alors, quelques mots en finissant sur cet auteur, en parlant de travail. Donc, que dire de celui du travail de Malherbe? Ce travail fut intéressant, stimulant et accessible, sans malheureusement être toujours achevé. En ce sens, l'homme était plus érudit que chercheur académique et plus soucieux d'être compris et entendu par ses lecteurs, ses étudiants et son auditoire, que précis quant à ses sources et ses interprétations, tout en étant par ailleurs soucieux de faire les nuances conceptuelles qui s'imposaient. Parce que Malherbe était d'abord un pédagogue, j'insiste, et un littéraire, avant d'être un savant et un chercheur. Il avait ce souci de rejoindre l'autre, de l'accueillir, comme il disait si bien, de l'accueillir comme le clinicien doit le faire avec son patient. Parce que Malherbe était ensuite un clinicien. Il aimait réfléchir avec les autres, discuter avec eux, les accompagner et aider l'autre à y voir clair pour l'aider à résoudre son dilemme, qu'il soit existentiel, littéraire, professionnel ou tout simplement personnel. Il aimait enseigner partout à l'occasion de ses cours et séminaires, tant académiques que civiques, lesquels prenaient place dans les lieux les plus incongrus. La salle paroissiale, bien sûr, messe des officiers de la police de Lausanne, école de police à Nicolet, café philosophique, salle communautaire, café au pied des Alpes à Paris, on y va, surtout dans les bons restos, cellule de crise au sein des milieux policiers et des institutions publiques, lobby d'hôtel, même dans l'avion. Le lieu lui importait peu, tout comme la méthode. Peu lui importait également la famille des ismes à laquelle accolait sa méthode. L'important pour lui était d'abord d'écouter, ensuite d'expliquer, enfin d'accompagner. Ensuite, de reconstruire le tout dans un texte en mobilisant les grands penseurs pour encadrer sa réflexion. À cet égard, il aimait bien, plutôt que de nous imposer une lecture savante des textes, nous les faire découvrir lentement, avec efficacité et richesse. Comme l'a si bien résumé mon collègue Robert Roy en d'autres lieux, il savait nous imposer des détours par la théorie pour nous faire réfléchir et nous aider à penser, plutôt que de nous écraser de son savoir théorique. En ce sens, il savait nous rendre intelligents. Le pédagogue n'était ainsi jamais très loin du clinicien, comme il le reconnaissait lui-même à l'écoute. Il savait mobiliser les autres, utiliser les opportunités qu'on lui offrait pour les faire avancer et réfléchir. Et ces autres qu'il aimait bien aider, étaient d'abord les personnes et rarement les institutions, qui le rebutaient, qui avaient l'art de le faire rugir, emprisonnés par leur code et leur culture qu'ils se sentaient. Pour cette raison, Malherbe a rarement fait bon ménage avec les institutions. À ce propos, je ne saurais vous parler de Malherbe sans vous parler de son approche et de sa méthode. Je vais donc me permettre quelques mots en terminant dans les derniers paragraphes, parce qu'on me fait signe, d'insister sur cette méthode. Parce que pour ce dernier, en effet, l'éthique appliquée était d'abord une rencontre de l'autre et une thérapie à l'occasion de laquelle il mobilisait la philosophie pour questionner, clarifier, accompagner l'autre bien davantage que pour théoriser. Sur ce plan, il aimait bien se réclamer de Wittgenstein, en attribuant une dimension thérapeutique au travail philosophique. Pour cette raison, l'éthique ne devait pas se laisser enfermer dans des traités savants, ni des articles scientifiques empoulés, formatés ou outrageusement codifiés, au point où ses patients, ses étudiants, ne comprendraient pas les codes. À l'image des auteurs auxquels il s'intéressait, Maître Écart, Spinoza, Popper en d'autres temps, son approche faisait en sorte qu'il était bien davantage intéressé par les problèmes éthiques et la manière d'en traiter
que par les solutions et les personnes qui étaient confrontées à ces problèmes. Qu'il soit ministre, policier, intervenants sociaux, lui importait peu. L'approche de Malherbe était donc à part entière thérapeutique et socratique. Il prétendait à une maïeutique toute socratique, celle qui consiste à aider l'esprit à coucher des idées, comme les sages-femmes le font avec les femmes. Ça explique qu'il ait signé beaucoup d'ouvrages de vulgarisation, beaucoup de textes de présentation et d'ouvrages de synthèse, et fort peu d'articles scientifiques, comme le veut maintenant la tradition au sein des universités. De même que fort peu de traités savants, comme le veut une certaine tradition philosophique. L'approche de Malherbe était tout entière pédagogique, clinique, philosophique et politique, puisque presque entièrement tournée vers l'intervention. Et une intervention réussie était pour lui, qu'elle soit pédagogique ou professionnelle, une intervention qui permettait de changer les choses, ce qui l'amenait à concevoir l'éthique comme un intéressant et indispensable outil de changement social. Le travail de l'éthicien ne pouvait donc souffrir de neutralité, et l'éthicien devait être tout entier engagé dans le monde, soucieux d'aider les autres à s'émanciper et sa société à changer. Par conséquent, si vous retenez ces trois mots, pédagogue, clinicien et politique, vous aurez la clé pour lire ces textes et comprendre la conférence inaugurale de la chaire d'éthique appliquée qu'il a créée en 1998 et dirigée jusqu'en 2004, conférence qu'il a prononcée en 1999. Il présente l'éthique comme ayant une triple dimension, pédagogique, politique et philosophique au sens socratique de la chose, au sens clinique. Vous aurez aussi sans doute les clés pour refaire une lecture de l'évolution de nos programmes qui ont depuis le début, me semble-t-il, été contaminés par ce souci pédagogique, clinique et politique. En ce sens, nous pouvons dire aussi qu'il a laissé sa marque dans les programmes. Enfin, comment ne pas retrouver là également les trois constantes de son travail intellectuel qu'il a débuté à Louvain-la-Neuve, en Belgique, au tournant des années 70-80, poursuivi à l'Université de Montréal en 80-90, à l'Université de Sherbrooke, 90 jusqu'aux années 2000, et en Suisse, à l'Institut Améthyste de Lausanne, et en Italie, à l'Université de Trento jusqu'à sa mort. Soucieux de communiquer, Jean-François était surtout soucieux d'intervenir et de transformer les personnes. Comment ne pas retrouver là le sens qu'il a pu et voulu donner à son travail de prof d'Uni? Pour ma part, c'est ce souvenir que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui, celui d'un homme entier, sincère, transgresseur, roublard peut-être un peu, mais surtout un érudit et un très fin pédagogue qui était, ma foi, fort sympathique. Et c'est à cet homme que je souhaitais rendre hommage, un homme imparfait qui pouvait agacer par sa faconde, tout en sachant séduire par sa bonhomie. Un homme ô combien sympathique et précieux pour celui qui, comme moi, acceptait de faire quelques pas à ses côtés pour réfléchir le monde et prétendre en changer modestement quelques éléments afin de faire évoluer quelques idées et émanciper quelques consciences afin de contribuer à la vie académique et citoyenne. Sur ce, excellente pause.